Bon, je vais me présenter très brièvement avant de commencer, même si j'imagine qu'il y a quelques personnes qui me connaissent ici. Je m'appelle Ophélie Véron, je suis chercheuse en sciences sociales à l'Université catholique de Louvain et je travaille sur les mouvements sociaux, notamment le mouvement animaliste. J'ai également un blog qui s'appelle Antigone 21 où je parle beaucoup de véganisme et je viens de publier le livre Planète Végane, Penser, manger et agir autrement aux éditions Marabout. Donc aujourd'hui, je vais parler d'anarchisme, de féminisme et de véganisme. Alors peut-être d'abord, avant de commencer, j'aimerais peut-être vous parler un peu de la genèse de cette conférence. Il faut savoir que je travaille sur l'anarchisme et le véganisme depuis quelques années maintenant. À la base, j'ai une thèse en géographie et je m'inscris dans un courant de la géographie qu'on appelle la géographie radicale, qui pose l'idée que les chercheurs et les chercheuses ne doivent pas seulement se contenter d'analyser la société, mais doivent également essayer d'apporter des solutions à cette société, de changer la société vers un monde plus juste. Et tout un pan de la géographie radicale, à l'heure actuelle, enregistre un certain renouveau de ce qu'on appelle les géographies anarchistes. Je parle de renouveau ici parce qu'il faut savoir qu'à la base, parmi les premiers anarchistes, on compte un certain nombre de géographes, comme Élisée Reclus ou encore comme Piotr Kropotkin, des géographes qui étaient également végétariens et, on peut le dire, antispécistes avant la lettre. Donc pour moi, toutes ces perspectives sont assez liées et j'espère ici vous faire un petit peu découvrir ou approfondir certaines de ces perspectives. Je demande également aussi un peu d'indulgence parce que c'est la première fois finalement que je lis ces trois thèmes que sont l'anarchisme, le féminisme et le véganisme ensemble dans une conférence. Plus particulièrement, c'est la première fois que j'insère vraiment mon engagement féministe dans mes thématiques de recherche et dans cette présentation. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire d'abord. J'espère que tout ira bien. Voilà. Donc, pour parler d'abord un petit peu de l'anarchisme, c'est peut-être vous n'êtes pas tous familiers ou familières avec l'anarchisme. À la base, c'est un mouvement philosophique et social qui rejette toute forme de domination ou d'exploitation, c'est-à-dire tout système d'archie. Donc, contrairement à d'autres formes de lutte contre les oppressions, l'anarchisme, à la base, ne hiérarchise pas les luttes sociales. C'est-à-dire que des phénomènes comme la hiérarchie, la monarchie ou encore l'oligarchie doivent être combattus de pair. Et logiquement, l'anarchisme inclut deux autres formes d'oppression sur lesquelles je vais me concentrer donc aujourd'hui. La première forme d'oppression, c'est ce qu'on appelle la patriarchie, ou plus couramment en français le patriarcat, c'est-à-dire la domination institutionnalisée des hommes sur les femmes. Et la deuxième oppression que doit normalement combattre l'anarchisme, c'est l'anthroparchie, c'est-à-dire l'exploitation par les êtres humains des membres des autres espèces, et donc principalement des animaux non humains. Et pourtant, la reconnaissance de ces deux autres formes d'exploitation sont loin, je dirais, de faire consensus, sont loin d'être automatiques dans le mouvement anarchiste. Et en témoigne justement l'essor, ou plutôt la formalisation relativement récente de deux mouvements spécifiques au sein du mouvement anarchiste, que sont le véganarchisme et l'anarcha-féminisme. Et dans cette conférence, je vais donc m'interroger à la fois sur les liens qui unissent ces mouvements, sur leurs divergences, sur leurs oppositions, mais également parfois sur leurs paradoxes ou certains dilemmes auxquels ils vont être confrontés. Donc je vais poser en particulier un certain nombre de questions. Une des questions principales que je vais poser, c'est tout simplement, peut-on être anarchiste sans combattre les rapports de domination patriarcaux et paternalistes, qui sont parfois même présents au sein des milieux militants? Et de la même manière, est-ce qu'on peut être anarchiste tout en mangeant finalement de la viande des animaux ou des produits d'origine animale? Et inversement, est-ce qu'on peut être féministe ou antispéciste sans s'opposer parallèlement au système étatiste et capitaliste qui participent autant à l'exploitation animale qu'à l'exploitation des femmes? Donc je vais revenir un peu d'abord sur quelques définitions pour poser un petit peu les bases de cette conférence. Donc je vais d'abord
essayer de... C'est un peu tout de travers, mais c'est pas très grave. Il faut tout regarder de côté. Je vais d'abord un petit peu rapidement rappeler ce qu'est le véganisme. Donc le véganisme, c'est un mouvement qui voit le jour en Angleterre avec la création de la Vegan Society en 1944 et qui est définie comme une philosophie, une façon de vivre qui cherche à exclure, autant que faire se peut, toute forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux, que ce soit pour se nourrir, s'habiller ou pour tout autre but, et par extension, faire la promotion du développement et l'usage d'alternatives sans exploitation animale pour le bénéfice des êtres humains, des animaux et de l'environnement. Vous comprendrez aussi au fil de la conférence pourquoi je parle ici de véganisme et non pas d'antispécisme. Donc ici, autrement dit, le véganisme, c'est donc un engagement éthique qui consiste à mettre fin à l'exploitation des animaux par les êtres humains, mais c'est aussi un mode de vie politisé qui consiste à boycotter les animaux, les produits d'origine animale au quotidien. Donc dans des secteurs aussi variés que l'alimentation, l'habillement, l'hygiène, les cosmétiques, etc. Et toute pratique qui est basée sur l'exploitation et la souffrance animale. Par exemple, les corridas, les expérimentations sur les animaux, etc. etc. Donc j'étais assez brève là-dessus et je vais passer un petit peu de temps maintenant sur la définition du féminisme. Pourquoi ? Parce que, contrairement au véganisme, on dirait qu'il n'y a pas une définition unique du féminisme, puisque chaque définition suppose certaines valeurs, certaines vues politiques particulières. Et de la même manière, il y a plusieurs types de féminisme. Donc je vais intentionnellement commencer par la définition conformiste, je dirais, qui est proposée par Wikipédia, qui définit donc le féminisme comme un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun, définir, établir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Et si vous descendez un petit peu plus bas sur cette page Wikipédia, vous pouvez lire que l'objectif principal de ce féminisme, c'est, donc je cite, de réformer les institutions de sorte à ce que les hommes et les femmes deviennent égaux devant la loi, droit à l'éducation, droit au travail, droit à la maîtrise de leurs biens et droit de vote des femmes constituent les revendications principales de ce mouvement. Donc cette définition, elle présente des limites qui sont un peu... qui sont au nombre de 3, je dirais. Bon, alors, il faut savoir que d'abord c'est une définition qui est égalitariste. L'idée ici, c'est de faire des femmes les égales des hommes, mais au sein... Pardon ? Quelqu'un a dit quelque chose ? J'ai cru que vous adressiez à moi. Donc faire des femmes les égales des hommes, mais au sein de structures qui restent, elles, hiérarchisées, qui restent divisées en classes, en races, en nations, etc. etc. C'est une définition qui est également libérale, puisqu'ici il s'agit vraiment d'appliquer finalement les principes du libéralisme politique aux femmes, au même titre que les hommes. Et enfin, c'est une définition qui est réformiste, puisque l'idée ici, c'est d'obtenir l'égalité par des réformes juridiques. Et c'est donc une vision qui est la plus courante, qui est dominante, mais qui pourtant est contestée par bon nombre de féministes et qui est contestée notamment par le féminisme radical. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une vision qui est restreinte du féminisme, puisqu'ici le féminisme est conçu comme entièrement intégré au système économique et social actuel. En fait, seule la question des droits des femmes est abordée et à aucun moment on ne voit une remise en question bien plus importante des institutions dans lesquelles sont négociés ces droits. Donc, je m'intéresse ici plutôt à la définition proposée par la vague radicale du féminisme, qui émerge un peu vers la fin des années 60. Et ici, l'idée, c'est qu'améliorer la condition des femmes par de simples réformes, c'est insuffisant. Ce qu'il faut remettre profondément en question et ce à quoi il faut mettre fin, c'est au système patriarcal. Donc, par exemple, selon l'autrice et militante américaine Bell Hooks, le féminisme est la lutte pour mettre fin à l'oppression sexiste. La lutte féministe survient partout où, et dès qu'une femme ou un homme résiste au sexisme, à l'exploitation sexiste et à l'oppression. Le mouvement féministe naît quand des groupes de gens s'unissent en stratégie organisée pour éliminer le patriarcat. Et alors on pourrait ajouter encore une couche à cela. Pour bon nombre de militantes, s'attaquer au patriarcat, c'est-à-dire s'attaquer à la domination masculine,
ça exige une compréhension bien plus profonde de ce qu'est une oppression sociale. Et ici, il s'agit d'analyser comment différents systèmes de pouvoir peuvent converger, se recouper et se chevaucher pour façonner notre vie. C'est un peu ce qu'on appelle encore l'approche intersectionnelle. Donc l'idée ici, c'est pas juste que moi, par exemple, Ophélie Véron, je m'identifie comme femme, qu'à côté de cela, je suis blanche, qu'à côté de cela, j'appartiens à la classe moyenne, etc., etc., mais que toutes ces caractéristiques prises ensemble façonnent mon expérience du genre et ils sont finalement intimement liés. Donc les conséquences de cette perspective, c'est que on ne peut pas démanteler la domination masculine et le sexisme dans notre société sans s'attaquer, sans comprendre plutôt, je dirais, des phénomènes plus vastes comme le capitalisme, la domination blanche, le classisme ou d'autres formes d'oppression. Pourquoi ? Parce que ces oppressions ne se contentent pas, je dirais, de siéger les unes à côté des autres et à côté du patriarcat, elles participent directement aux expériences particulières de l'oppression sociale. Et en ce sens, je préfère adopter une définition du féminisme qui rompt avec la définition réformiste classique et voir dans le féminisme une lutte de libération totale qui commence par la résistance au patriarcat. Et on va bien voir, vous allez bien voir où cette définition va nous mener. Alors, pour comprendre l'intrication des oppressions et pour souligner un peu la nécessité de penser les luttes ensemble, je vais examiner ici le phénomène de réappropriation capitaliste qui touche tout autant les individus humains que les individus non humains, ainsi que les luttes sociales que ces personnes portent. Donc, je vais distinguer ici la marchandisation des sujets, c'est-à-dire des femmes et des animaux non humains, et la marchandisation des luttes, le féminisme et le véganisme. Donc par marchandisation des femmes, qu'est-ce que j'entends ? J'entends le processus par lequel le corps des femmes est appelé à être jugé, modelé, mutilé, pour correspondre à un modèle unifié, souvent racisé et érotisé. Donc concrètement, c'est un processus qui va de pair avec une objectification du corps féminin. Les femmes sont tout entières réduites à leur corps, qu'elles essaient sous la pression sociale de modifier pour correspondre à un modèle unique souvent irréel car photoshopé. Elles ont pour cela recours, tous les poussent à avoir recours à par exemple des régimes amaigrissants, à de la chirurgie esthétique, à des produits pour correspondre à un idéal de beauté figé. Et en raison en particulier des messages publicitaires et médiatiques qui sont ensuite repris dans l'inconscient collectif, les femmes intègrent l'idéal que les industries de la mode, du divertissement, de la beauté et également de la pornographie nous vendent. Donc cette marchandisation du corps féminin va de pair avec une hypersexualisation de celui-ci. Le corps féminin est réduit à un objet sexuel, un produit que l'on peut vendre, que l'on peut acheter. Et les publicités, elles ont toujours tendance à présenter les femmes comme des objets à vendre, à acheter ou même à gagner. Et elles vont donc les réduire à certains fragments de leur corps, par exemple leurs seins ou leurs fesses. Et elles deviennent ainsi des objets de consommation. On a bien ici, on le voit ici dans ces publicités, l'idée du corps parfait, l'idée du contrôle de ce corps, et l'idée aussi également de ce corps sans tête, finalement. Alors du côté, on voit encore dans ces publicités ici, où les femmes sont tellement réduites à certains fragments de leur corps que parfois on va les dédoubler, comme ici avec cette poitrine. Cette marchandisation, en fait, on va la retrouver également du côté des animaux non humains. Le capitalisme, en effet, réduit les animaux à des ressources, à des objets marchands, et pour ce faire, il va les désindividualiser. Les animaux vont non plus être considérés en tant qu'individus propres, en tant que personnes, mais on va parler d'eux sous des termes génériques, on va parler d'eux comme du bétail, comme du cheptel, du stock. En anglais, on parle de livestock pour parler des animaux d'élevage. On parle également des animaux marins sous forme de tonnes, etc., etc. Bien sûr, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on tuait et qu'on exploitait déjà les animaux avant le capitalisme. Soyons clairs là-dessus. Mais
si le capitalisme n'a pas inventé l'exploitation animale, en revanche, on peut penser qu'il l'a porté véritablement à une toute autre dimension, où l'idée de rendement, l'idée de mécanisation de la mort animale, l'idée de rentabilité est venue prendre vraiment le relais. Donc, désormais, les animaux sont objets de sélection génétique, ils sont nourris avec des nourritures enrichies, ils sont inséminés artificiellement. Et on voit ici la transformation des corps des animaux aussi au fur et à mesure des années. Et tout ici a pour seul et unique but finalement de faire du profit. Je citerai d'ailleurs ici le sociologue américain David Niebuhr qui déclare « Le capitalisme continue largement la tradition vieille de 10 000 ans d'exploiter les humains et les animaux pour créer de la richesse et des privilèges pour une minorité. Une exploitation qui continue de lier le destin des êtres humains dévalués et des autres animaux. » Alors, la marchandisation, elle touche tout autant les femmes que les animaux, et elle est l'un des processus essentiels, je dirais, pour comprendre le système de pouvoir et le système d'exploitation capitaliste. C'est un processus que l'on doit comprendre quand on s'interroge sur les oppressions et la manière dont celles-ci se recoupent. Je citerai ici la géographe anglaise Catherine Gillespie qui déclare « Comprendre cette marchandisation est important à la fois pour le bien des individus animaux qui travaillent et meurent dans l'industrie, mais pour le projet plus large de dévoiler les conséquences de la marchandisation genrée de tous les corps, humains ou non humains, ainsi que les structures de pouvoir violentes auxquelles ils sont soumis. » Et je rajouterai maintenant un second processus de marchandisation. On n'assiste pas seulement à la marchandisation des individus, donc que sont les femmes et les animaux non humains, mais on assiste également à la marchandisation de leur lutte, à savoir le véganisme et le féminisme. Donc pour le féminisme, c'est assez clair dès que vous jetez un coup d'œil un petit peu au magazine féminin. Si vous ouvrez Elle, Marie-Claire ou encore Glamour, vous pouvez lire par exemple dans un des éditos d'Elle l'idée que la journaliste qui écrit l'édito rêve, je cite, d'un féminisme adulte et généreux qui ne serait pas un masque mis sur d'indicibles et d'ancestrales pulsions, ni une haine des hommes et de leurs désirs sexuels, ni une haine des femmes et de leurs désirs sexuels. Ici, c'est donc un féminisme, pour reprendre Elle, un féministe pop, léger et décomplexé, qui est mis en avant, un féminisme qui est cool, selon Glamour, et c'est un féminisme, je cite encore, qui est dénué d'agressivité pour des femmes trop amoureuses des hommes pour vouloir les dominer. Donc on voit ici comme il s'agit d'un féminisme d'apparence, un féminisme qui doit rester positif, il ne faut surtout pas être rabat-joie, il ne faut pas être ce féminisme de chienne de garde, je dirais, de femmes qui détestent les hommes. Et c'est un féminisme qui se marie volontiers avec toutes les injonctions qu'on va retrouver dans les milliers de publicités, de produits de beauté, de vêtements, de produits, d'injonctions à la minceur qu'on va retrouver au fil de ces magazines. Ici, c'est un peu comme si le féminisme était réduit à une sorte de girl power à paillettes qui se vend dès avant la puberté. Et les diverses marques l'ont très bien compris, puisque le féminisme devient dès lors un argument marketing. Je ne sais pas si vous avez vu les publicités pour les serviettes hygiéniques Always qui étaient marquées toujours par le hashtag Like a Girl, où il fallait montrer que les femmes se battent comme... il faut être fier justement de se battre comme une fille, de faire les choses comme une fille, etc. Et cette appropriation finalement du féminisme par des marques capitalistes, on va la retrouver aussi, on la retrouve depuis très longtemps dans les pubs de Nike, pubs soi-disant féminisme, mais on notera que très souvent les femmes restent blanches, minces, très, très fréquemment épilées. On voit dans cette publicité pour Nike où il est précisé dès le départ que « My legs were once two hairy sticks », donc mes jambes elles furent une fois deux bâtons poilus. Donc l'injonction à l'épilation et à la beauté féminine sans poils est posée dès le départ dans cette publicité, normalement, qui met en valeur les corps sportifs et le corps musclé des femmes. Donc les thèmes féministes ici ne se trouvent pas simplement réappropriés, je dirais, au sein du marketing consumériste. On a vraiment ici un phénomène
du type le marketing invente un féminisme qui est conforme aux valeurs consuméristes. Et l'idée un petit peu ici, c'est le féminisme à la Sex and the City, donc le féminisme. Être féminisme, c'est assumer sa frivolité, c'est oser avoir 3 sacs Vuitton et parce que je le vaux bien. Donc ici, cette émancipation des femmes, elle est entièrement réappropriée par l'individualisme consumériste. Et comme on le voit, le concept de féminisme ici est entièrement vidé de son sens. Il est désormais assimilé à une sorte de développement personnel où les femmes, finalement, restent assignées aux tâches qui leur ont traditionnellement été assignées. Et on assiste vraiment à un maintien ici de la domination patriarcale. Alors cette marchandisation, on va la retrouver également au niveau du véganisme. L'une des plus grandes forces finalement du capitalisme, c'est sa capacité à absorber ou à réduire des valeurs, à marchandiser tout ce qui existe, y compris les actes protestataires eux-mêmes. Et ça on voit très bien donc, dans le véganisme. Donc, à l'heure actuelle, le véganisme semble, dans la plupart des magazines, réduit à des régimes détox, healthy, des veggie burgers au mieux. Le tout saupoudré par quelques photos de célébrités de Hollywood qui ont adopté le régime végan avec un grand V à l'anglaise. Et ici, ce qui est très clair, c'est que le capitalisme parvient à priver le véganisme de son essence radicale, de son essence politique, à travers ce nouveau packaging, choix de vie alternatif. Et ceci prive donc le véganisme de son intention originelle, politique, critique, radicale. Et ici, le véganisme devient non seulement, je dirais, un simple choix lifestyle, mais ça devient aussi un immense business. Et ce business, on va le retrouver dans tous les marchés dont les marques pas du tout éthiques s'emparent à l'heure actuelle. Le marché des laits végétaux, des fromages véganes, des viandes végétales qui fait des bons absolument terribles. On le voit ici par exemple avec des marques bien connues comme Erta, donc qui à la base est une marque spécialisée dans la charcuterie et les produits animaux qui se met à faire du végétal. Carrefour aussi qui promet des burgers veggie. Donc le véganisme ici, il est entièrement réduit à une entreprise lucrative et on peut parler de véganisme libéral, c'est-à-dire un véganisme qui ne remet pas en cause le plus vaste système social et politique et qui s'intègre parfaitement dans une perspective néolibérale consumériste. Alors j'ai beaucoup abordé la question du capitalisme, mais qu'en est-il de l'État ? L'État, soyons honnêtes, il est à l'heure actuelle entièrement anti-animal, comme en témoignent les multiples subventions étatiques à l'industrie du lait, à l'industrie de la viande, et l'opposition de l'État finalement à toutes celles et tous ceux qui luttent contre l'exploitation animale. Dans bon nombre de pays, on assiste par exemple à une criminalisation des lanceurs et des lanceuses d'alerte. C'est le cas par exemple aux États-Unis, puisqu'on a ce qu'on appelle les lois ag-gag, c'est-à-dire des lois étatiques qui interdisent et qui sanctionnent toutes les vidéos clandestines qui sont filmées dans les fermes et dans les abattoirs. Et comme on le voit en France avec la tendance récente, avec les procès notamment faits à l'association L214, on peut assister à une tendance tout à fait similaire. L'État est d'autre part en lien étroit avec bon nombre d'entreprises capitalistes agroalimentaires. Le système juridique est entièrement mêlé à cela. On le voit par exemple avec le décret sur la cantine en France depuis 2011 qui impose de servir des protéines animales à chaque repas dans les cantines publiques. On le voit d'autre part avec le décret sur les appellations contrôlées. Donc désormais, on n'a plus le droit d'utiliser les termes, par exemple, de lait végétaux, de yaourts végétaux, de fromages végétaux. Il faut parler de boissons végétales, de préparation, etc. etc. Et on voit ici combien le système juridique finalement sert les intérêts de certains lobbies agroalimentaires. Il va mouvoir, il va encourager ces industries par les profits que rend possible l'exploitation animale et par la société de consommation sur laquelle ce système repose. Alors, il ne faut vraiment pas perdre de vue, à mon sens, ces tentatives de réappropriation. Et même s'il y a certaines avancées au niveau législatif en matière de droits des femmes et à moindre mesure en matière de droits des animaux, vraiment moindre mesure,
il ne faut pas oublier que ces derniers restent fondamentalement des objets de marchandise au sein du système capitaliste. Donc on le voit, le combat féministe, le combat vegan est continuellement neutralisé par une forme marchande où la lutte finalement devient un alibi de vente. La logique du profit, la logique de l'appropriation des marchés n'est pas donc le seul à y contribuer, puisque l'État, le système juridique, les autres institutions qui y sont liées y participent. Et c'est pour cette raison qu'une analyse plus profonde, je pense, de ce système, des institutions qui la composent, des dominations qui y règnent est nécessaire. Et c'est ce que propose de faire une réflexion anarchiste. L'anarchisme. Alors, très souvent, quand on entend ce terme, et c'était vraiment mon cas auparavant, on a soit, je dirais, au mieux l'idée qu'il s'agit là d'un concept naïf, chimérique au mieux, d'une utopie, quelque chose qu'on n'arrivera jamais à atteindre, ou au pire, on est vraiment dans l'idée que l'anarchie, c'est le chaos, c'est le désordre, la violence, la terreur. Et d'ailleurs, très souvent, quand il y a des manifestations, on va accuser les manifestants d'être des anarchistes et de vouloir tout casser. Pourtant, l'anarchisme, c'est pas ça, c'est pas l'anomie, c'est-à-dire l'absence de loi ou l'absence d'ordre. L'anarchisme, ça vient du grec anarché, qui veut dire absence de commandement ou absence de hiérarchie. Et plus généralement, l'anarchie désigne le rejet de toute forme de domination, de toute forme d'exploitation, c'est-à-dire tout système d'archie. Donc, comme la hiérarchie, la monarchie, l'oligarchie, etc., ou donc la patriarchie. Donc l'anarchisme vise l'abolition des institutions et plus précisément, l'anarchisme lutte pour abolir les institutions dominantes, que celles-ci soient capitalistes, patriarcales, racistes, colonialistes, hétérosexistes, etc., etc. Donc l'anarchisme, ce n'est pas du tout la recherche du chaos social, mais pour reprendre la définition de Kropotkin, c'est un principe ou une théorie de la vie et de la conduite basée sur l'horizontalité, l'autogestion, la démocratie consensuelle, plutôt que sur des structures hiérarchisées et centralisées. Et c'est en ce sens que l'anarchisme inclut dans sa lutte la lutte contre l'institution étatique, puisque l'État, selon une perspective anarchiste, est régi par une classe dominante qui s'accapare les décisions et qui va réprimer, via son arsenal policier, tout finalement ce qui vient lutter contre son monopole du pouvoir. Donc l'anarchisme s'oppose à toute forme d'exploitation ou de domination par lesquelles une majorité établirait ses privilèges sur une minorité sous couvert d'ordre social. Donc je vais reprendre ici la définition de Simon Stringer, selon lequel, un géographe canadien, selon lequel l'anarchisme reconnaît le capitalisme, l'impérialisme, le colonialisme, le néolibéralisme, le militarisme, le nationalisme, le classisme, le racisme, l'ethnocentrisme, l'orientalisme, le sexisme, le gendrisme, l'agisme, le validisme, le spécisme, le carnisme, l'homophobie, la transphobie, la souveraineté et l'État comme des systèmes de domination imbriqués qui se renforcent mutuellement. Et il en a peut-être même oublié quelques-uns. Donc l'idée ici, c'est qu'il ne s'agit pas de donner la priorité à telle ou telle lutte, à tel ou tel autre engagement, mais bien de s'opposer aux oppressions de manière concomitante et de manière intégrale. Et c'est en ce sens que la pensée anarchiste refuse la hiérarchisation des luttes, ainsi que la primordialité d'une lutte sur une autre. Il n'y a pas une lutte qui soit plus importante qu'une autre, ni une lutte qui doive en précéder une autre. Et c'est en ceci d'ailleurs que l'anarchisme se distingue entre autres du marxisme orthodoxe, puisque le marxisme orthodoxe soutient que la lutte anticapitaliste est primordiale, et il défend également la nécessité d'une étape transitoire, donc la dictature du prolétariat, que ne défend pas du tout l'anarchisme. Ça le distingue également d'une autre forme d'anticapitalisme, selon lequel, en abolissant le capitalisme, tous les autres systèmes d'oppression vont disparaître parallèlement.
Donc l'anarchisme a généralement conscience de l'imbrication des rapports sociaux dans sa lutte pour abolir les institutions. Et enfin et surtout, ce qui est très important, c'est que l'anarchisme veut mettre en place l'anarchie, c'est-à-dire une société où les individus sont amenés à coopérer en tant qu'égaux, non devant une loi imposée par le haut, mais selon des libres accords conclus entre ces individus et entre les groupes. L'anarchisme, c'est non pas seulement un projet de destruction des institutions, mais c'est surtout et avant tout un projet d'instauration de l'autonomie face à ces institutions. Et l'anarchisme s'appuie sur cette volonté de démanteler tout rapport de force inégal à travers la coopération volontaire, l'altruisme, l'autogestion ou encore l'entraide. Alors, ça c'est aussi beaucoup, je dirais, en théorie. L'anarchisme devrait être comme ça et devrait lutter contre toute forme de hiérarchisation des luttes et donc devrait inclure toute lutte la lutte contre toutes les oppressions sociales de manière intégrale. Et pourtant, dans les faits, d'une part, l'anarchisme est loin d'être toujours antispéciste et vegan. Il y a de nombreux débats dans le milieu anarchiste qui posent notamment la question des animaux non humains et le statut des animaux non humains. Donc une des questions, par exemple, qui est souvent posée, c'est est-ce que manger les animaux, c'est une forme d'exploitation de la nature ou au contraire, c'est une expression finalement de notre continuité avec cette nature et donc ce n'est pas problématique. L'autre question, c'est aussi, est-ce que le fait de manger les animaux peut être justifiable selon certains contextes et si oui, lesquels? Alors, il y a de nombreux anarchistes et de nombreuses anarchistes pour qui l'anarchisme n'a pas du tout à se préoccuper finalement du sort des animaux non humains, ou en tout cas, selon certains, n'a pas à s'en préoccuper autant que des humains. Par exemple, les tenants et tenantes de l'écologie sociale, donc je pense ici à un anarchiste très connu qui est Murray Bookchin, qui estime que nos relations avec les animaux non humains ne doivent pas être dictées par des considérations éthiques, mais par le fonctionnement de nos écosystèmes. Pour lui, la préoccupation pour la souffrance animale est très négative, puisqu'elle a pour conséquence, je cite, de dévaloriser la signification de la vraie souffrance et de la vraie cruauté, sous-entendue humaine. Donc on voit ici qu'il s'agit d'une perspective qui est éminemment spéciste. Et plus généralement, il existe tout un pan de l'anarchisme qui estime qu'il n'est pas problématique de tuer ou de maltraiter un être sensible. Il y a un certain nombre d'anarchistes qui soutiennent que la mort fait naturellement partie du monde et de la vie. Et ils soulignent que souvent la nature est gouvernée justement par la prédation que ces personnes ne conçoivent pas comme problématique. Donc, par exemple, l'anarchiste Peter Gederlos va déclarer que le prédateur ne domine pas sa proie, pas plus qu'il ne la dénie. Il entre en relation avec elle et cette relation est mutuelle. En d'autres mots, une relation que les anarchistes devraient trouver intéressante et potentiellement inspirante. Donc, ajoutons à cela le fait que beaucoup d'anarchistes voient dans les cultures autochtones une source d'inspiration, un modèle en fait d'organisation anarchiste, et souligne le fait que finalement rares sont les peuples autochtones qui sont véganes. Donc ces anarchistes vont percevoir ces peuples comme étant souvent dans des rapports aux autres espèces qui sont perçus comme réciproques, même si ces rapports ne sont pas identiques. Et ces rapports peuvent être qualifiés par certains comme des rapports anarchiques, même des rapports justes, même si ça implique le fait de tuer. Et par exemple, je pense ici aussi au courant anarcho-primitiviste, avec des personnes comme Jensen ou Zerzan, qui soutiennent la chasse et la semi-domestication. Donc, par exemple, Jensen déclare « Quand on prend la vie de quelqu'un pour manger ou pour quelque autre usage nécessaire à la survie, on devient responsable de la survie et de la dignité de cette communauté. » Selon cette perspective, les antispécistes sont si éloignés finalement de la nature qu'elles ne peuvent pas imaginer que la souffrance et la mort font naturellement partie de la vie. Alors bien sûr, c'est à remettre en son contexte à l'heure actuelle, qui parle de nécessité à la survie, qui parle
de dignité quand on a juste besoin d'aller au supermarché pour aller acheter sa viande sans aucune forme de nécessité. Donc ces visions problématiques illustrent bien, je dirais, cette tendance non végane et spéciste au sein du courant anarchiste. L'anarchisme est également loin d'être toujours féministe. Alors, il y a encore plus d'arguments, je dirais, de ce côté-là. Si l'on entend pourtant par anarchisme une lutte contre tous les systèmes d'oppression, alors l'anarchisme est nécessairement féministe. Selon l'anarchiste canadienne Susan Brown, puisque l'anarchisme est une philosophie politique opposée à toute relation de pouvoir, il est intrinsèquement féministe. Et pourtant, dans les faits, c'est loin d'être le cas. D'une part parce que, historiquement, l'anarchisme a très souvent fait l'impasse sur le féminisme. Pour situer un peu les choses dans leur contexte, au moment de l'essor de l'anarchisme, donc dans la seconde moitié du XIXe siècle, la pensée anarchiste, et même, je dirais, la pensée communiste, la pensée socialiste, est alors presque entièrement tournée vers les hommes. L'idée ici, c'est qu'il faut organiser les ouvriers masculins, il faut leur assurer de bonnes conditions de travail, ainsi que de bons salaires, pour qu'ils puissent, entre guillemets, protéger leurs épouses. Et qu'il est donc dans l'ordre naturel des choses que la femme reste au foyer et soit mère. Donc cette vision, on va la retrouver ici principalement dans les écrits de Pierre-Joseph Proudhon, dont voici le portrait, qui est considéré, à juste titre, comme un véritable précurseur de l'anarchisme, mais qui soutenait, à côté de cela, que certaines hiérarchies de pouvoir sont tout à fait légitimes, en particulier le père, selon Proudhon, est celui qui a l'autorité dans son foyer. Et c'est la raison pour laquelle la femme doit lui rester fidèle, loyale et obéissante. La place de la femme n'est donc pas du tout à l'usine, mais à la maison. Et donc Proudhon était convaincu de l'infériorité naturelle des femmes. Il les pensait incapables, je cite, de produire des idées. Pour lui, ces femmes étaient des êtres passifs qui n'accédaient à la pensée que par la médiation de leur mari. Sympathique. Donc, il a même d'ailleurs écrit un livre entier contre la menace féministe en 1875 qui s'appelait « La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes ». Donc cet aspect très réactionnaire de Proudhon a étonnamment été, a d'abord malheureusement influencé les anarchistes, bien sûr, et a étonnamment été souvent occulté à la fois par les analystes et par le mouvement anarchiste dans son ensemble. L'anarchisme est également souvent loin d'être féministe, parce que très souvent il y a des phénomènes de sexisme dans les milieux militants anarchistes. Souvent on va assister à des rapports de domination patriarcaux et paternalistes qui s'expriment par exemple par des propos sexistes, qui peuvent s'exprimer également par des agressions sexuelles. Souvent on assiste également à un backlash très certain contre le féminisme ou contre toute discussion critique sur le genre dans les milieux anarchistes. Et l'anarcha-féminisme, dont je vais vous parler très bientôt, a donc été un moyen pour les femmes anarchistes de s'opposer et de surmonter le sexisme dans le milieu militant. Autre phénomène bien classique, autre contradiction, je dirais, qui traverse toute l'histoire de l'anarchisme et qui va bien au-delà de l'anarchisme, c'est l'idée que les vies et les luttes des femmes sont spécifiques et sont particulières, tandis qu'au contraire, la lutte des hommes est, elle, générale et universelle. C'est une distinction qui, bien sûr, va à l'encontre du refus de hiérarchisation des luttes. Et cette idée, elle se trouve reproduite dans bon nombre de discours, dans bon nombre de luttes anarchistes, puisqu'ici, l'expérience masculine est considérée comme, finalement, l'expérience par défaut. On oublie ainsi de mentionner l'impact du genre sur cette expérience, et en oubliant que le genre façonne toutes nos expériences et tous nos combats, on reprend continuellement cette politique sexiste par défaut. Alors, un autre exemple clé, je dirais, de la reproduction des rapports de domination dans les milieux militants, c'est le fait que, très souvent, l'oppression des femmes se trouve occultée au nom de la primauté de la lutte contre le capitalisme. Donc, certains militants soutiennent ainsi que les luttes féministes n'ont pas leur place, tout simplement,
dans le milieu anarchiste, et ils vont les laisser entièrement en second plan, derrière la lutte anticapitaliste. Cette hiérarchisation, qui est contradictoire, renoue avec une idée marxiste bien connue, qui est que toute énergie doit d'abord aller à l'organisation des travailleurs, ici entendu bien sûr comme les hommes salariés, il ne s'agit pas des femmes au foyer, et que ensuite, une fois que ces choses plus importantes auront été traitées, eh ben, on s'occupera alors du sexisme. Et enfin, dernier point, pour un certain nombre de militants anarchistes, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres milieux, seule l'action directe, virile et agressive est considérée comme du militantisme utile. Toute autre forme, je dirais, de participation dans la lutte anarchiste, et pourtant il y en a énormément, est considérée comme marginale et accessoire, voire même inutile. Donc là, encore, on assiste à une hiérarchisation, ici, des formes de militantisme. Or, et on le retrouve particulièrement dans l'anarchisme, il y a tout un tas d'autres actions possibles qui ne reposent pas sur l'action directe, qui ne reposent pas sur la violence, mais sur d'autres valeurs anarchistes, comme le do-it-yourself, comme l'autogestion, l'entraide, l'échange de services, etc. etc. Et très souvent, les femmes, c'est d'ailleurs des femmes qui sont engagées dans ce type d'action, et on voit ici vraiment une perspective masculiniste, particulièrement sexiste, puisqu'elle conduit à sous-estimer et à réduire le rôle des femmes dans la lutte anarchiste. Et bon, comme je l'ai mentionné également lors de ma conférence vendredi soir, pour celles et ceux qui étaient là, on peut raisonnablement questionner le fait que l'action violente ait véritablement l'effet positif escompté. Donc on voit dans la marginalisation finalement de la question féminine, dans l'occultation de l'oppression des femmes, ainsi que dans la promotion de l'action directe viriliste, une certaine hiérarchisation à la fois des luttes et des formes de militantisme qui est en contradiction avec l'idéal anarchiste, tel que je l'ai présenté auparavant. L'anarcha-féminisme va donc nous rappeler cette contradiction, et plus largement, elle va nous rappeler qu'il faut lutter contre les dynamiques de genre, même au sein des mouvements militants comme l'anarchisme. Donc, je vais vous parler un petit peu maintenant de cette lutte contre toutes les oppressions, et vous présenter en détail le véganarchisme et l'anarcha-féminisme qui entendent lutter contre ces formes de hiérarchisation que j'ai décrites précédemment. D'où ça vient et qu'est-ce que c'est précisément? Donc il faut savoir qu'il existe au sein du courant anarchiste tout un mouvement en faveur de l'antispécisme et du véganisme qui est né de manière très prématurée avec les premiers écrits d'Élisée Reclus, donc anarchiste notoire, et de ses prédécesseurs, et qui a été ensuite consolidé et formalisé avec notamment ce qui a été le plus important, l'acte fondateur, je viens un petit peu du véganarchisme, c'est le texte écrit par Brian Dominick, donc La libération animale et la révolution sociale, une perspective végane sur l'anarchisme, ou une perspective anarchiste sur le véganisme, qui a été publié en 1995, et à l'heure actuelle, je crois qu'il n'y a pas de traduction française de ce texte. On peut trouver en libre accès sur Internet si vous tapez Anarchist Library, c'est la bibliothèque anarchiste en ligne qui met énormément de textes à libre disposition, des textes anarchistes fondateurs. Peut-être un jour je me déciderai à le traduire parce qu'il n'est pas très très long. Et donc c'est de cet ouvrage qu'est né le concept de véganarchisme que je vais présenter ici. Mais je vais d'abord remonter un petit peu en arrière. Je vous ai parlé d'Élisée Reclus. Il faut savoir qu'Élisée Reclus, il a écrit un pamphlet très célèbre en 1901 seulement qui s'appelait « À propos du végétarisme » et dans lequel il s'interrogeait sur l'élasticité de la morale dans nos rapports aux animaux non humains, ces animaux non humains qu'Élisée Reclus considérait comme des frères, entre guillemets, que l'on mange et qui pourtant, je cite, aiment comme nous et sentent comme nous. Donc Élisée Reclus, il établissait également des liens entre à la fois notre traitement des animaux, notre exploitation, notre aspiration à dominer la nature et également nos guerres de colonisation. Et il posait ainsi, je dirais, vraiment les bases d'une réflexion
antispéciste et, au-delà de ça, plus général dans le mouvement anarchiste. Donc, par exemple, il déclarait: pour la grande majorité des végétariens, malheureusement il n'y avait pas encore d'écriture inclusive à l'époque, et on note tout de même un certain sexisme, la question n'est pas de savoir si leurs biceps et triceps sont plus solides que ceux des carnivores, mais de reconnaître la solidarité d'affection et de bonté qui rattache l'homme, l'être humain, à l'animal, d'étendre à nos frères dits inférieurs le sentiment qui déjà, dans l'espèce humaine, a mis fin au cannibalisme. Le cheval et le bœuf, le lapin de Garenne et le lapin de Gouttière, je ne sais pas exactement quel type de lapin c'est, mais c'est très mignon, le cerf et le lièvre nous conviennent plus comme amis que comme viande. Le véganarchisme pose d'emblée l'absence de gradation des luttes. Comme le déclare Brian Dominique, « Je suis végane car j'ai de la compassion pour les animaux. Je les vois comme ayant une valeur qu'ont également les êtres humains. Je suis anarchiste car j'ai la même compassion pour les êtres humains. En tant que radical, mon approche de la libération animale et humaine est sans compromis, la libération totale pour tous ou rien. » De ce point de vue, le véganisme fait donc partie intégrante de l'anarchisme. Alors la perspective véganarchiste défend justement l'idée que les oppressions à l'égard des animaux, humains et non humains, sont intimement liées, et il témoigne par là même d'ailleurs d'une certaine proximité avec des approches féministes. Je pense ici à l'approche de Carol Adams ou à des approches écoféministes, puisque selon Dominique, la destruction de l'environnement découle directement de l'anthropocentrisme. Pour Dominique, je cite encore, « Décider qu'une oppression est valide et que l'autre ne l'est pas revient à limiter consciemment sa compréhension du monde. C'est s'engager dans une ignorance voulue, souvent pour des raisons de convenance personnelle. » Pour les véganarchistes, ce que l'on va trouver aux sources des oppressions, c'est ce qu'on appelle l'establishment, à savoir les institutions établies, présidées par le système étatique et capitaliste. Je citerai encore ici, je n'ai pas marqué sur le slide, mais le sociologue Bob Torres, sociologue antispéciste, qui déclare « La consommation, l'esclavage et l'assujettissement des animaux non humains à des fins humaines doivent être rejetés par les anarchistes et identifiés comme un aspect parmi d'autres de l'oppression exercée par le capital. » Ainsi, selon cette perspective, le véganisme ne peut pas rester un simple choix consommateur au sein du système capitaliste. La consommation seule, et c'est important de souligner cela, ne permettra pas de changer un système qui repose tout entier sur l'exploitation des animaux humains et des animaux non humains. C'est tout le système qu'il faut changer. Et Dominique, comme la plupart des véganarchistes, sont en ce sens très critiques donc, du véganisme libéral, c'est-à-dire, comme on l'a vu, un véganisme qui s'inquiète de l'exploitation des animaux, sans pour autant y voir un phénomène d'exploitation capitaliste généralisé. Selon Dominique, on ne changera pas les choses en continuant, par exemple, à consommer des produits issus de l'industrie capitaliste. Le véganisme doit être perçu comme l'aboutissement naturel d'une résistance à l'exploitation. Et ainsi, étant donné que de nombreux anarchistes critiquent, on retrouve ainsi un peu une critique posée par de nombreux anarchistes sur la tendance finalement des institutions actuelles et même des mouvements sociaux qui nous conduisent toujours à nous définir ou à définir nos actions entièrement en termes de consommation. Ici, c'est quand la citoyenneté finalement devient limitée à ce qu'on appelle la consommation. Et de la même manière, le véganarchiste, il est fondamentalement abolitionniste et il s'oppose au réformisme. Puisque, selon la perspective véganarchiste, ce ne sont pas les lois de protection vis-à-vis des animaux qui vont permettre véritablement à ces animaux de se libérer de la domination humaine. Selon cette perspective, l'État et ses lois sont entièrement du côté de celles et ceux qui ont le pouvoir et sont intrinsèquement anti-animales. Et si on suit une perspective anarchiste classique, par exemple celle de Bakounine ou d'Emma Goldman, les lois étatiques sont fondamentalement injustes car elles sont basées sur la coercition. Et elles reproduisent continuellement des rapports de pouvoir
injustes car elles sont souvent utilisées pour servir les intérêts de ceux qui ont déjà le pouvoir. Donc même si l'État autorisait certaines réformes, en fin de compte, ça ne changera rien aux rapports de pouvoir fondamentaux qui assurent l'existence de ces institutions. Et c'est donc en ce sens, je dirais, que le véganisme se doit d'être anarchiste. Alors, on est parfois tenté de croire, je dirais, que le mouvement anarchiste est tout entier mu par l'idée d'une révolution qui ferait table rase de nos institutions dans notre société. Or, un point qui n'est pas assez souligné, je dirais, quand on analyse l'anarchisme, c'est que la révolution qui inspire ce mouvement est non pas tant tournée vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et il faut le souligner, c'est également, avant d'être un processus de révolution extérieure, c'est un processus de libération de nos aliénations individuelles. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? L'aliénation, c'est un concept clé qu'on va retrouver dans la pensée anarchiste, qu'on retrouve également dans la pensée marxiste, et ça désigne l'incapacité des individus à se rendre compte de leur propre exploitation, et c'est donc également la croyance qui en résulte que toutes ou un certain nombre du moins de formes de domination sont justifiées. Se désaliéner, qu'est-ce que c'est ? C'est remettre en cause justement les valeurs, les représentations culturelles, les normes dans lesquelles nous baignons depuis l'enfance et que nous ne questionnons pas, que nous prenons pour la vérité. C'est transformer notre rapport au monde en questionnant nos croyances, en questionnant nos pratiques, nos actions de tous les jours. Il s'agit ici de renverser, pour reprendre l'expression de Dominique, de renverser les oppresseurs qui habitent nos esprits. Et dans la pensée véganarchiste, l'aliénation inclut l'ignorance, ou je dirais un refus plus ou moins conscient, de la réalité de l'exploitation animale. Pour les véganarchistes, cette ignorance n'est pas naturelle. Ici, on a vraiment un rôle du capitalisme, par exemple du publispécisme, j'en ai beaucoup parlé lors de ma conférence jeudi soir, qui entretient cette ignorance, puisque, selon cette perspective, les êtres humains ont une compassion naturelle à l'égard des êtres sensibles, et cette compassion est étendue à l'égard de tous les êtres sensibles, c'est-à-dire à l'égard des animaux non humains. Donc faire souffrir son prochain, ici, c'est une attitude qui n'est pas naturelle, qui requiert une construction sociale, une construction culturelle, et qui résulte bien souvent d'un sentiment de dissonance cognitive qu'il va s'agir véritablement de faire taire. Et pour faire taire ce sentiment de dissonance cognitive, en tout cas dans le cadre de l'exploitation animale, on va soit dissimuler l'exploitation animale loin de nos yeux, c'est les abattoirs qui vont être placés en dehors des villes, qui vont être camouflés par des murs, de sorte à ce qu'on ne voit jamais ce qui se passe dedans. Ou c'est construire tout simplement toutes nos représentations culturelles vers l'idée que l'animal est entièrement fait pour être mangé. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un petit article là-dessus que vous pouvez consulter sur ma page Academia, à partir de mon blog, qui s'appelle « L'animal à manger ». Donc c'est précisément parce que le véganisme fait de cette désaliénation, je dirais, une étape majeure de son combat, qu'il peut être ici considéré comme anarchisme. Alors une autre erreur assez courante, c'est, à propos de l'anarchisme, c'est de confondre tout simplement le projet et le processus révolutionnaire. Donc, contrairement, je dirais, au marxisme, qui vit tout entier vers l'idée d'une révolution, l'anarchisme s'attache bien davantage à l'idée d'un processus révolutionnaire, qui est réalisable non pas au terme des multiples étapes d'un programme dessiné et fixé à l'avance, mais qui est réalisable ici et maintenant. L'ici et le maintenant sont vraiment des concepts clés de la pensée anarchiste. Donc, il ne s'agit pas ici d'essayer d'atteindre un objectif final qui serait par exemple la fin de l'État, mais il s'agit de créer une lutte exigeante infinie, une lutte qui consiste à créer finalement, dont un des buts consiste à créer des points d'altérité qui questionnent les limites de l'ordre établi, donc de créer des alternatives à la doxa ambiante. Et grâce à ces points d'altérité, les individus se rendent chaque jour maîtres et maîtresses de leur propre chemin.
Donc l'anarchisme n'est pas tant donc un projet, mais une praxis, c'est-à-dire un ensemble d'actions sous-tendues par une idée et tendant vers un résultat pratique. Donc concrètement, une idée mise en pratique. Et c'est donc dans la vie de tous les jours que l'anarchiste, comme le ou la végane, comme le ou la féministe, mettent en œuvre ce processus révolutionnaire. Parce que nos actions du quotidien sont la preuve de notre aliénation, c'est aussi par ces actions du quotidien que nous avons le pouvoir de nous libérer et de changer les choses. Et reconnaître que nous avons le pouvoir d'agir dans la vie de tous les jours, explique notamment Brian Dominique, voici véritablement le véritable processus libérateur révolutionnaire. Voici ce qui nous permet de libérer notre quotidien de l'aliénation et d'en faire un processus de libération. L'activisme ici n'est donc plus extraordinaire, c'est-à-dire tendu vers un moment qui serait le moment de l'insurrection, de la révolution. Ce n'est plus cet acte libérateur qui nous arrache de notre vie quotidienne, mais c'est un activisme ordinaire qui est inscrit dans la vie de tous les jours et dans la moindre de nos actions. Et ainsi, si l'on y réfléchit, le véganisme est essentiellement, à la fois dans son thème de combat comme dans son mode de fonctionnement, anarchiste, puisqu'il s'oppose à toute forme de domination et d'exploitation injustifiée, et d'ailleurs il devrait par là même s'opposer aux oppressions qui y sont liées. Il s'y oppose de manière quotidienne. Le véganisme est un mouvement du quotidien, c'est-à-dire un mouvement qui transforme la vie du quotidien, la vie de tous les jours, par la vie au quotidien, la vie tous les jours. Et ici, on peut établir un parallèle entre la définition de l'anarchiste par Dominique, qui déclare « Le rôle du révolutionnaire est simple, fais de ta vie un modèle miniature de la société alternative et révolutionnaire que tu imagines. Tu es un microcosme du monde qui t'entoure, et même la plus simple de tes actions affecte le contexte social dont tu fais partie. Fais en sorte que ces effets soient positifs et radicaux dans leur nature même. » Donc ce mode de procédé, il n'est pas sans rappeler le thème anarchiste de la propagande par l'action, entendu non pas au sens ici d'action violente, de recours à la violence, mais bien en tant que politique préfigurative. C'est-à-dire, il ne s'agit pas tant pour l'activiste de prôner différents types de rapports aux êtres vivants, ou même d'essayer de se battre pour créer ces rapports, mais il s'agit de réaliser ces rapports par ses actions de tous les jours, et il s'agit de créer au quotidien ce monde alternatif envisagé. Donc le véganisme comme l'anarchisme sont des philosophies qui sont ancrées dans nos actes et dans nos routines. La réunion, je dirais, de ces deux mouvements au sein du véganarchisme n'est pas seulement, on l'a vu, de nature théorique, puisqu'elle est également méthodologique et pratique, puisque tous deux finalement suppose le même mode d'action dans l'ici et le maintenant. Ainsi, il paraît logique, je dirais, de voir dans le véganisme et dans l'anarchisme deux praxis qui sont étroitement liées et qui sont susceptibles de se rencontrer et pourquoi pas de se fondre l'une dans l'autre. Donc ici, une des différences majeures, par exemple avec le véganisme libéral, c'est que le véganarchisme pose la nécessité d'une révolution totale. Et ce qui est important, c'est qu'il suggère aussi comment cette révolution peut être menée et à quoi des relations non hiérarchisées, non exploitatives pourraient ressembler. Passons désormais au lien entre féminisme et anarchisme. Donc, je vais vous présenter un peu ici le mouvement anarcha-féministe. D'abord, peut-être un petit rappel. Il faut savoir que l'anarchisme est né à peu près dans les années 40-50, que le terme de féminisme, lui, est plus récent, puisqu'il est apparu entre 1870 et 1880. Et que le terme d'anarcha-féminisme, en revanche, est beaucoup plus récent, puisqu'il n'a été forgé qu'à peu près dans les années 70. À la fin du 19e, et même au début du 20e siècle, en fait, quand les anarchistes parlaient des femmes, je dirais, ils n'utilisaient pas le terme de féminisme, dès qu'ils parlaient des questions de genre. Ils allaient utiliser plutôt des expressions comme la question des femmes ou l'émancipation des femmes.
Et par exemple, même si le terme de féminisme était déjà existant à cette époque et circulait, une militante comme Emma Goldman, qui est considérée à l'heure actuelle vraiment comme une icône anarchiste féminisme, n'utilisait jamais le terme de féminisme dans ses propos. Elle le critiquait, même d'ailleurs. Et donc, ah oui, peut-être je vais vous raconter une petite chose ici. Plutôt en fait que, parce qu'on peut toujours dire oui, mais tel anarchiste, ou il y avait des hommes anarchistes qui étaient féministes ou qui n'étaient pas sexistes. Plutôt ici que mettre l'accent sur la manière dont les hommes anarchistes ont inclus la question du genre ou non dans leur combat, je propose plutôt de regarder comment tout simplement les femmes anarchistes ont résisté à la marginalisation de cette perspective et au sexisme dans le milieu anarchiste. Et comment leur démarche a justement abouti à l'émergence de l'anarcha-féminisme tel qu'on le connaît maintenant. Donc peut-être très brièvement, d'abord je vais revenir sur la notion d'égalité femmes-hommes et la définition du féminisme selon une perspective anarchiste. Donc l'anarchisme promeut l'égalité, mais il ne promeut pas l'égalité au sens d'une intégration dans des systèmes oppressifs. L'égalité anarchiste comprend la contestation de toutes les formes de hiérarchie et d'oppression. C'est une égalité qui, ici entendue, implique au minimum la fin du capitalisme, de la suprématie blanche, du contrôle étatique et bien sûr du patriarcat. C'est donc une définition de l'égalité qui va bien au-delà de la notion libérale de l'égalité et des droits des femmes. Donc ça c'était pour le petit rappel. Et maintenant j'aimerais un peu vous présenter les premières critiques anarcha-féministes avant la lettre, je dirais, avant que ce terme soit fondé, au sein du mouvement anarchiste traditionnel. Donc, par exemple, une des premières femmes à avoir mis en avant vraiment cette question et à avoir rédigé l'un des tout premiers essais féministes, c'est Mary Wollstonecraft, qui écrit en 1792, en plein pendant la Révolution française, l'essai « Défense des droits de la femme ». Donc là, on a un petit peu le premier essai féministe anarchiste qui existe. Des anarchas féministes avant l'heure, l'une des plus connues, c'est Louise Michel, qui va s'illustrer notamment lors de la Commune de Paris. Je pense aussi, que je n'ai pas mis ici en photo, nihilistes russes, donc par exemple André Léo, Vera Figner, Vera Zasulovich, etc. Je pense aussi à Lucy Parsons, donc une ancienne esclave noire américaine, ou encore, bien sûr, plus connue peut-être, ici, Emma Goldman, Voltairine de Cleyre, Virginia Bolten, etc., etc. Donc, selon ces femmes, ici, l'émancipation des femmes n'est pas simplement un enjeu supplémentaire, je dirais, dans la lutte contre l'aliénation. Pour elles, on ne peut comprendre le système capitaliste sans comprendre que l'oppression des femmes est partie intégrante de ce système. Et pour elle encore, il ne saurait y avoir de révolution anticapitaliste sans la participation pleine et entière des femmes. Et ça, on va le retrouver notamment dans le mouvement Mujeres Libres, donc les femmes libres pendant la guerre d'Espagne, donc des femmes qui vont lutter qui vont être impliquées dans la lutte armée contre l'État et contre le patriarcat. Et c'est une organisation qui d'ailleurs va compter jusqu'à 30 000 membres à son pic, ce qui est absolument énorme. Et c'est une organisation qui, à la base, est fondée par des militantes qui sont déçues de la manière dont le mouvement anarchiste espagnol traitait la question du genre et la question des femmes. Et c'est d'ailleurs, je dirais, cette convergence entre la question des femmes, entre guillemets, et la lutte anticapitaliste qui distingue les femmes anarchistes de la plupart de leurs collègues qui sont engagés dans le mouvement féministe traditionnel. Donc ces différences avec d'autres formes de féminisme, je vais en parler un peu ici. En fait, parmi les premières critiques anarcha-féministes du mouvement féministe, du féminisme traditionnel, c'est que tout simplement l'exploitation des femmes ne peut pas être dissociée du contexte plus général d'exploitation économique et politique. Donc l'idée ici, c'est pas de se battre pour obtenir l'intégration égale des femmes dans un système politique oppressif et dans un système économique exploitatif. Donc, par exemple,
vers la fin du 19e, début du 20e siècle, un des combats principaux du féminisme, c'est le droit de vote. Et ça, c'est quelque chose qui va placer les anarcha-féministes dans une position un petit peu délicate, puisque ce qui est clair, c'est qu'à l'époque, la majeure partie de la politisation des femmes est tournée vers un objectif qu'elles ne partagent pas. Mais parallèlement, les hommes anarchistes se moquent de cette lutte en y percevant une lutte réactionnaire, une lutte inutile, et ils vont même développer tout un discours sexiste sur les femmes à ce moment-là. Donc les femmes anarcha-féministes sont un peu prises entre deux feux, et plutôt que de soutenir le mouvement des suffragettes et cette politisation des femmes, elles vont plutôt essayer de formuler une conception qui soit spécifiquement anarchiste et féministe de la lutte des femmes. Donc, par exemple, Emma Goldman va écrire que, donc elle parle des femmes, de la femme, son développement, sa liberté et son indépendance doivent provenir et passer par elle seule. Premièrement, en s'affirmant comme personnalité singulière et non comme marchandise sexuelle. Deuxièmement, en refusant que quiconque s'arroge un droit sur son corps, en refusant de porter des enfants sauf si elle le désire, en refusant d'être une servante de Dieu, de l'État, de la société, de sa famille, de son mari, etc. Ceci seulement, et non le bulletin de vote, permettra à la femme d'être libre. Donc l'idée ici, c'est bien que seules les femmes, elles-mêmes, peuvent s'émanciper. Ce ne sont ni les hommes, ni les lois, ni l'État, ni les réformes qui vont leur permettre d'aboutir à une véritable libération. Cette libération ne peut pas passer par l'octroi de davantage de liberté aux femmes, octroi donné par les hommes. Seules les femmes peuvent être ici les agentes actives de leur propre libération. Et ce qui permet aussi un peu de distinguer anarcha-féminisme et féminisme traditionnel, c'est comme le souligne Carol Herrlich, donc dans les années 70, parce qu'elles sont anarchistes, elles luttent pour mettre fin à toute forme de rapport de pouvoir, toutes les situations dans lesquelles des gens en oppriment d'autres. Contrairement à des féministes radicales non anarchistes, elles ne croient pas que le pouvoir dans les mains des femmes pourrait conduire à une société non coercitive. Et contrairement à la plupart des féministes socialistes, elles ne croient pas que quelque chose de bien puisse sortir d'un mouvement de masse avec une élite dirigeante à sa tête. En bref, ni un État ouvrier ni un matriarcat ne mettra fin à l'oppression de toutes. Le but d'alors n'est pas de s'emparer du pouvoir, comme les socialistes aiment à le dire, mais d'abolir le pouvoir. Et alors il va falloir attendre la seconde vague finalement du féminisme dans les années 70 pour que commence à se théoriser de manière plus approfondie ce lien entre féminisme et anarchisme, sous la forme d'un lien entre oppression étatique et oppression des femmes. Donc en luttant contre toutes les oppressions, en souhaitant instaurer l'autonomie, l'anarchisme est ici un héritage qui est plus que pertinent pour le féminisme, puisqu'il permet de lutter contre l'ensemble des oppressions qui coexistent et qui ne tend pas à secondariser les luttes féministes par rapport à d'autres mouvements. L'anarchisme, si l'on suit cette perspective, devrait donc être féministe. Et d'ailleurs, Deirdre Rogan, du mouvement de solidarité des travailleurs et travailleuses irlandaises, déclare « L'anarchisme et l'anarcha-féminisme sont la même chose. L'anarcha-féminisme souligne simplement le fait que le féminisme est inhérent à l'anarchisme. » Pour aller un peu au-delà de ça et pour conclure cette longue présentation, je dirais qu'il existe de nombreux travaux, que ce soit en études animales critiques, en études féministes critiques, qui sont souvent liés à la tradition écoféministe. Donc je pense ici par exemple à Carol Adams ou à Martha Key, qui voient en fait dans les rapports de domination et d'exploitation, dans les rapports de hiérarchie, des choses fondamentalement liées. Et pourtant, si on peut reprocher une toute petite chose à ces travaux, c'est qu'ils ont parfois tendance, je dirais, à sous-estimer ou à minimiser l'imbrication des systèmes politiques et économiques qui soutiennent ces rapports de pouvoir et qui en bénéficient. Il y a également peut-être peu de tentatives, je dirais, de penser un processus révolutionnaire qui permettrait à la société humaine et à la société
humaine-animale d'avancer vers des relations qui seraient dénuées de marques de domination, de marques de pouvoir. Et c'est là que la perspective anarchiste peut jouer son rôle, c'est là qu'elle souligne son intérêt, c'est qu'elle a développé depuis longtemps déjà une critique profonde des rapports d'autorité, des rapports d'exploitation, de même finalement que des programmes d'action, de changement révolutionnaire. Et la perspective anarchiste pourrait donc véritablement jouer un rôle majeur, un rôle particulièrement important pour repenser ces rapports de pouvoir, tout en évitant certains écueils de la perspective écoféministe. Donc je dirais, pour finir ici, que le véganisme, tout comme le féminisme, en tant que praxis, ne sont pas simplement proches d'être anarchistes, de l'anarchisme. Je dirais que ces mouvements doivent être anarchistes. L'anarchisme offre une compréhension systématique des fondements de l'exploitation animale, de l'exploitation des femmes, et il offre également un système de compréhension de l'exploitation des autres groupes opprimés, ainsi qu'un mode de résistance à cette exploitation. Et il mérite à ce titre, je dirais, de se voir accorder une place bien plus importante au sein du mouvement végan et antispéciste, ainsi qu'au sein du mouvement féministe. Au-delà de ça, je dirais même une place plus importante au sein des études critiques sur le genre, sur les non-humains, puisque cela nous permettrait de penser bien davantage encore, ce qui fait défaut parfois, en tout cas au mouvement végan et antispéciste, à des alliances militantes. Je dirais ici pour conclure que ces différents mouvements ont beaucoup à s'apprendre les uns des autres, beaucoup à gagner en utilisant, en s'unissant, à gagner à la fois en visibilité, en force, en adhésion, et en réfléchissant ensemble aux tissus d'oppression et aux systèmes qui les génèrent. Et pour conclure, je dirais qu'ils ont beaucoup aussi à gagner à adopter ce mode de résistance anarchiste, cette lutte de front, cette lutte contre toutes les oppressions qui nous permettraient ainsi d'aller peut-être bien plus loin encore dans notre perspective de l'oppression des femmes et des animaux. Merci. Déjà, dans un premier temps, je vais publier un chapitre de livre sur ce sujet. Ça va être en anglais, malheureusement, parce que c'est pour un livre anglophone et ça va être avec un collègue. Comme ça. Et puis peut-être après, il y a peut-être un projet de livre sur l'intersection des oppressions qui verra le jour, mais ça va prendre encore un petit peu de temps à mon avis. À la base, l'anarchisme veut mettre en place un système démocratique consensuel. Ensuite, par démocratie, il n'entend peut-être pas la même chose que ce qui est à l'œuvre dans la plupart des pays dits démocratiques à l'heure actuelle. Ce que promeut l'anarchisme, c'est une démocratie directe, comme on le voit parfois dans des petites initiatives locales, qui ne passent pas pas forcément par une médiation, par des représentants, par des personnes qui sont élues et qui se retrouvent ensuite avec un certain pouvoir entre les mains, pouvoir qui leur fait parfois perdre de vue leur mission, leur objectif, qui est simplement de représenter le peuple. Donc ce que pose l'anarchisme, effectivement l'anarchisme s'oppose par exemple aux démocraties telles qu'on les voit à l'heure actuelle, parce que pour l'anarchisme, ce n'est pas une vraie démocratie, ce n'est pas véritablement la voix du peuple qui s'exprime. Et ce que propose l'anarchisme, c'est bien plus un mode de démocratie, je dirais, participative et directe, dans lequel les gens peuvent s'exprimer directement et où il n'y a pas de phénomène d'accaparation du pouvoir. Voilà, à peu près. Ça pourrait être très très long de discuter encore là-dessus. Je résume vraiment très brièvement. Une des premières choses à faire peut-être, c'est de ne pas nuire aux autres luttes, parce que c'est malheureusement encore beaucoup le cas au sein même du mouvement animaliste.
J'en ai parlé pas mal dans ma dernière conférence avant-hier, au FETU. Quand par exemple on fait des analogies extrêmement hâtives, quand on a tendance par exemple à dire l'exploitation des animaux, c'est de l'esclavage, les abattoirs c'est l'Holocauste, l'insémination artificielle des femelles c'est des viols. Tout ça, c'est des analogies qui sont en plus c'est des raccourcis, c'est des analogies qui sont trompeuses, qui ne nous aident pas, nous, en tant que mouvement animaliste, mais qui nuisent également aux autres luttes, parce que bien souvent, ce sont des analogies qui prétendent que ces luttes se sont soit déjà résolues, soit que ces oppressions, ça a tendance à invisibiliser davantage ces oppressions. Donc je dirais, un peu comme en médecine, prima non nocere, d'abord ne pas nuire, c'est la moindre des choses, je pense qu'on a encore énormément à faire là-dessus. Et ensuite, essayer de penser davantage en termes de convergence, penser pas toujours en termes de les animaux non humains en premier, human animal first, mais de penser, par exemple, quand je vois la PETA qui met toujours en premier objectif les animaux non humains d'abord, et qui du coup se permet d'avoir des stratégies sexistes, grossistes, racistes et j'en passe. Déjà on supprime tout ça, ce serait pas mal. Ou même quand je vois l'association 269 Life qui s'accapare la journée, la seule journée d'action, de commémoration de l'esclavage en France pour mettre en avant la lutte animale, c'est très problématique. Ce sont vraiment, je dirais, d'abord commencer par penser non pas seulement les animaux d'abord, mais les autres luttes également, les autres oppressions également. Et je pense que si on arrive déjà un petit peu à faire toujours ce processus et à toujours vérifier nos propres privilèges, essayer de les déconstruire, en étant humble également face aux critiques des autres mouvements, des personnes concernées par d'autres oppressions, alors on peut être peut-être sur une meilleure voie, je dirais, pour penser ces oppressions de manière concomitante et pour essayer de lutter contre ces oppressions ensemble. Et c'est pas juste un petit saupoudrage féministe par-ci par-là qui va changer les choses, je dirais. Oui, je me décris comme véganarcha féministe, oui, on dirait ça comme ça, ou anarchiste vegfem. Même si pour moi, en fait, ce que souligne ce terme, c'est que avant tout, l'anarchisme doit être vegan et antispéciste, il doit être féministe, et que parallèlement, je dirais, les autres mouvements auraient beaucoup à gagner à être également anarchistes. Par exemple, concrètement, ce que j'aurais tendance à reprocher à l'heure actuelle à la manière dont on pense le militantisme pour les animaux, c'est que on ne pense jamais on ne pense jamais l'oppression des animaux comme faisant partie du système capitaliste de manière générale. Et je vois jamais en fait, il existe, mais il existe de manière assez rare ou peu visible, des associations par exemple qui essayent de penser de manière profonde la restructuration du système économique actuel. Donc ça c'est une manière, je dirais, de faire cela. Ensuite, concrètement, dans mon militantisme, voilà, si je dois faire un petit rappel, il y a plusieurs en fait formes de militantisme anarchiste. Il y a tout ce pan, par exemple, de l'anarchisme qui est syndicaliste, tout ce pan de l'anarchisme qui vise plutôt à une insurrection, à la destruction des institutions. Et il y a un troisième pan dans lequel, en tout cas, personnellement, je me reconnais davantage, c'est l'anarchisme éducationniste libérateur, c'est-à-dire une perspective qui privilégie la préparation de tout changement radical par une éducation qui soit libertaire, qui soit par une culture formatrice, je dirais, et par des essais de vie anarchistes, donc qui privilégient les expériences de vie et la construction ici et maintenant de tentatives véritablement de construire, d'imaginer un idéal anarchiste dans nos actions quotidiennes.
Donc à partir de là, je mets beaucoup l'accent sur l'information. Je pense que c'est vraiment vital. C'est vital de renouer avec notre empathie, qui fait défaut malheureusement à beaucoup de gens, en tout cas vis-à-vis des animaux à l'heure actuelle. C'est vital aussi de penser, d'essayer concrètement d'établir des rapports d'entraide, d'autogestion ou autre dans nos rapports quotidiens. Cette entraide, par exemple, qui est vraiment un des concepts clés de la pensée anarchiste, je trouve qu'on la voit peu dans notre militantisme. On la voit bien sûr, mais on devrait davantage essayer de promouvoir des valeurs de bienveillance. On devrait essayer d'être bienveillants les uns les unes les autres. Dans le milieu militant, on est souvent quand même dans des rapports qui sont conflictuels, on est dans des positions très antagonistes qui peuvent heurter, qui peuvent blesser, qui peuvent dégoûter certaines personnes du militantisme, alors qu'on pourrait bien davantage s'entraider, on pourrait bien davantage être bienveillantes les uns ou une envers les autres. Donc tout ça, ça fait partie, il n'y a pas de petite manière, je dirais, de combiner ces visions dans notre militantisme. Et toutes ces manières font partie d'une perspective, je dirais, véganarcha-féministe de manière générale. Voilà. Je dirais que je n'ai pas assez de recul géographique pour pouvoir parler de cela. Je dirais que ce que l'on constate, en tout cas au niveau de l'anarchisme, c'est qu'on a des mouvements très variés, éparpillés dans le monde et qui se retrouvent dans des idéaux anarchistes qui mettent en place des tentatives d'autogestion, d'entraide, etc., etc. Bien sûr, ces formes d'anarchisme vont pouvoir prendre des formes, des apparences différentes. Dans certains pays, on va voir davantage, par exemple, l'émergence d'assemblées participatives. Dans certains autres, ça va être l'occupation illégale de logements qui sont vides. Dans d'autres, ça va être des universités populaires. Dans d'autres, ça va être plutôt par exemple des villages autogérés. Là où je travaille, il y a tout un quartier comme ça qui est entièrement autogéré. C'est un peu une sorte de petite ville anarchiste au sein de la vraie ville. Donc il y a plein de manières de voir cela. Après, est-ce que je dois faire un tour d'horizon plus général du féminisme dans le monde et du véganisme dans le monde? C'est un petit peu peut-être large comme question. Est-ce que tu veux préciser peut-être un peu ce que... La convergence des trois. Est-ce que dans certains pays, il y a plus de convergence que dans d'autres? C'était juste sans faire un peu de monde, s'il y avait un exemple de l'enfance qui dans l'autre. On va trouver des petites initiatives par-ci par-là, mais je ne pourrais pas dire, par exemple, que les États-Unis sont plus convergents que la France ou autre. Après, ce qu'on peut constater, c'est que parfois, par exemple, le mouvement animaliste est plus inclusif dans certaines régions que d'autres. Basé sur mon expérience personnelle, j'aurais tendance, par exemple, à trouver que certains pans du mouvement québécois animaliste est plus inclusif que certains pans du mouvement animaliste en France. Voilà, mais je ne veux pas tirer de conclusion générale, je dirais, là-dessus, parce que je n'ai pas assez de connaissances, vraiment, de recul sur ces questions. En fait, si j'ai surtout parlé de véganisme ici, c'est bien pour mettre l'accent justement sur l'ici et le maintenant, sur cette praxis que je ne retrouve pas dans l'antispécisme. En tant que tel, l'antispécisme, c'est le combat contre le spécisme, c'est-à-dire le fait d'assigner des droits et des valeurs particuliers à certains êtres sur la base de leur appartenance à une espèce. Et c'est très souvent porté par le mouvement animalisme. Je n'oppose pas ces deux notions, vraiment pas. J'ai souvent d'ailleurs parlé du mouvement vegan et antispéciste. Mais dans l'antispécisme, on ne retrouve pas ce mode d'action, je dirais, cette mise en pratique, cette notion de praxis qu'on retrouve dans le véganisme. Et c'est pour ça que j'ai avant tout parlé de véganisme ici, parce que je voulais mettre l'accent sur ce mode de combat, sur ce mode d'action, sur ce mouvement du quotidien, qui est invisible finalement dans l'antispécisme, parce qu'il n'est pas question de cette méthodologie militante. Voilà.